Bonjour à tous. La diffusion de cette nouvelle journée du colloque Virtuosité a commencé à l'instant et nous avons pris quelques minutes de marche sur le calendrier avancé puisque les premières communications vont prendre place à 13h30. Dans les quelques minutes qui nous séparent du début de ces premières communications, je voudrais une nouvelle fois remercier l'ensemble des structures organisatrices de ce colloque et notamment l'INHA, parce qu'on a pu expérimenter ces derniers jours la facilité finalement et la fluidité avec laquelle ces opérations à distance ont pu se conduire, ces discussions à distance ont pu se conduire. En tout cas, je pense que chacun a, à la fois sur YouTube et sur Zoom, a pu goûter le plaisir de parler ensemble à nouveau, sans vraiment remplacer l'expérience d'un colloque réel, mais malgré tout en trouvant un mode dégradé de discussion scientifique qui est peut-être une manière de résister à la situation générale. Donc je m'en félicite au nom des organisateurs ici pour ce colloque. Donc, pour cette séance d'aujourd'hui, nous avons thématisé l'après-midi que nous rencontrons, que nous allons suivre cet après-midi autour de plusieurs thèmes, notamment sur la question de la distinction et des enjeux sociaux du geste virtuose, dans un premier temps, puis après une pause qui aura lieu à 15h autour de la question de la réduction en art de ce geste virtuose. Pour chacun de ces deux thèmes, je tiens à remercier les répondants qui ont accepté de venir participer, contribuer par leur discussion, leur rapport, leur réflexion à la discussion collective, au nourrissement de ce débat. C'est d'abord Sven Dupré pour commencer, puis Pamela Smith que nous verrons tout à l'heure. Je remercie d'abord donc Sven Dupré d'avoir accepté de jouer ce rôle. Je rappelle, mais nous le connaissons, que Sven Dupré est professeur d'histoire de l'art, des sciences et des technologies et des techniques à l'université d'Utrecht et à l'université d'Amsterdam. Il a eu de nombreuses fonctions et de nombreux rôles pédagogiques dans différentes universités en France. Il a notamment travaillé aussi à la Freie Universität, également au Max Planck Institute, ainsi qu'à Warwick ou à Cambridge. Il est directement concerné par notre objet puisque son cœur de travail, le cœur de son travail porte précisément sur l'histoire des techniques dans leur dimension à la fois technologique et sociale et culturelle. Et donc je le remercie encore de jouer ce rôle. Nous lui laisserons la parole, pardon, tout à l'heure à l'issue des 3 interventions. Nous aurons en effet 3 interventions d'abord de Fanny Kiefer, pardon, de Anne-Sophie Ritz et Marika Knowles. Je commence par présenter Fanny Kiefer, pardon, qui intervient en premier lieu, qui est maître de conférence en histoire de l'art moderne à l'université de Strasbourg, qui a travaillé sur les échanges artistiques et savants entre notamment les pays germaniques et l'Italie à la Renaissance, et elle a d'ailleurs dans cette direction-là mené un doctorat à l'université de Tours et obtenu des bourses à Londres, postdoctorales à Londres ou à Berlin, ou même à Venise, et qui a publié différents travaux sur ces objets. Je citerai essentiellement les Offices à la Renaissance, Art, Sciences et Politique à Florence sous le règne de Ferdinand Ier de Médicis, une chronologie qui englobe la fin du XVIe, le début du XVIIe siècle, qui est à paraître. Alors peut-être me dira-t-il qu'il est paru, parce que je crois que c'est juste en cours de parution, en cours d'achèvement de parution chez Brepols. Et elle a dirigé également des travaux sur l'art et les sciences, les nouvelles contributions à l'histoire des savoirs, également, qui paraît en ce moment. Donc, un champ qui nous concerne tout à fait et qui va conduire Fanny Kiefer à nous parler des princes germaniques et de la technique spécifique du tournage de l'ivoire au moment de la première modernité. Je vous laisse la parole, Fanny. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et puis merci beaucoup de m'avoir invité donc à présenter mes recherches. Merci aussi pour l'organisation effectivement de ce colloque qui est vraiment, vraiment remarquable comme vous l'avez fait remarquer. Et donc, je vais commencer, je vais partager mon écran. Voilà. Et voilà.
Alors, à l'occasion de ce colloque, je vais présenter succinctement des recherches en cours sur un recueil de dessins qui est encore inédit, qui est conservé au cabinet des estampes de Strasbourg. Un recueil de dessins qui me permettra d'introduire la question du geste virtuose, puisque c'est le titre de la session, sous trois aspects. Ah, je crois que j'ai un petit problème technique, je ne sais pas si... excusez-moi, voilà. Sous trois aspects. Donc, ce sont les trois parties que je vous présente ici. Donc, dans une première partie, je vais montrer la place de la virtuosité technique dans les cours de la Renaissance, donc ici en l'occurrence certaines cours germaniques et italiennes, en particulier Florence, et cette virtuosité également la place dans les échanges artistiques entre ces différentes cours. Ensuite, j'aborderai très rapidement, bien sûr, la question de la virtuosité du tournage chez les princes germaniques et ses significations. Alors, je me permets juste de faire une toute petite parenthèse. Vous voyez que j'ai mis comme titre le geste virtuose. Et en fait, en relisant mes notes tout à l'heure, et puis après avoir entendu toutes les interventions des jours passés, j'ai eu comme un doute et je me suis demandé si on pouvait vraiment utiliser l'adjectif virtuose. Et en réalité, on ne peut pas. En réalité, l'adjectif n'existe pas. Il n'existe que le nom commun, que le substantif. Et à l'issue de toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à... Je regardais dans plusieurs dictionnaires, bon, c'est vrai qu'il est utilisé assez souvent dans le langage courant, mais en réalité, il serait impropre. Et en fait, de toutes les discussions qu'on a eues les derniers jours, on comprend bien pourquoi, puisque si il est étroitement lié à la vertu, on comprend bien pourquoi est-ce qu'un objet ou un geste ne peut pas être virtuose, mais que seule une personne, un individu, peut devenir ou être virtuose. Bon, c'était juste une toute petite parenthèse, mais qui aura peut-être une importance tout à l'heure dans les discussions à l'issue de ma présentation. Alors justement, dans la dernière partie, je vous présenterai, j'introduirai un petit peu, d'ailleurs c'est une question qui est toujours l'objet de mes recherches, donc je n'ai pas forcément de réponse définitive, mais des questionnements sur le statut des objets en ivoire tourné, qui se place là aussi entre virtuosité, vertu et perfection. Alors, tout d'abord, donc, je vais commencer par, si je trouve, voilà, par vous montrer très rapidement alors, ce recueil qui se trouve au cabinet des estampes de Strasbourg. Alors, il s'agit d'un recueil qui se compose de 25 feuillets, reliés entre eux vraisemblablement autour de 1600. Alors, je ne vous montre pas tous les feuillets, mais seulement les plus... enfin seulement une petite sélection. Alors sur la gauche, vous avez le premier feuillet où on voit donc un personnage qui se trouve donc derrière une table sur laquelle sont présentés, vous voyez, des objets qui ont un aspect un petit peu voilà, un petit peu étrange, et ainsi que quelques outils. Quelques outils qui ne sont pas choisis au hasard, puisqu'on retrouve un plumier avec une plume, et puis on retrouve un compas, une équerre, qui sont plutôt en général des outils ou des instruments liés aux arts libéraux, aux arts mécaniques. Alors, les pages suivantes, donc on voit, vous voyez au centre des pièces détachées, et on comprend assez rapidement à quel instrument appartiennent ces pièces détachées, puisqu'on voit ensuite un dessin plus complet d'une machine qui sert à tourner. Alors là, pour l'instant, on n'arrive pas à distinguer le matériau qui est tourné. Si on continue un petit peu à feuilleter donc ce recueil, on voit ensuite des exemples d'objets, donc des dessins qui sont moins techniques et plus
plus artistiques, on voit des exemples d'objets qui sont donc vraisemblablement le fruit de la manipulation donc, de la machine. Voilà. Alors on a, c'est là une chance pour nous chercheurs. Il y a un dessin également, celui sur la droite, avec quelques annotations qui sont des annotations en italien, même s'il y a des fautes d'orthographe, mais en fait, une des principales fautes m'a aidé à comprendre aussi l'origine de ce dessin, puisqu'on voit qu'il y a écrit Harikatura, Harihatura, et Harihatura, en fait, ça correspond à l'accent toscan, à l'accent toscan d'ailleurs qui est toujours encore le même aujourd'hui. Donc, vraisemblablement, cette annotation a été réalisée par un toscan. Je vous montre maintenant le dernier feuillet de ce recueil, et donc on voit le même personnage que sur le premier feuillet, qui est en train donc de manipuler sa machine et de tourner donc un des objets qui a été présenté précédemment. Alors, ce recueil n'est ni daté ni signé, mais en plus de la petite annotation, il comporte 2 filigranes qui, alors je ne sais pas si on voit grand-chose, hein, c'est toujours un petit peu compliqué de montrer les filigranes, mais 2 filigranes qui permettent d'ébaucher sa genèse. Alors, une fleur de lys sur la gauche, qui, d'après le catalogue de Briquet, se rapporte Florence, à Florence vers le milieu du XVIe siècle, et sur un autre feuillet, un sanglier qui se réfère vraisemblablement, je dis vraisemblablement parce qu'il n'est pas catalogué tel quel, mais parmi toute une famille de sangliers très ressemblants qui font apparemment référence à une fabrique de papier qui se trouve à Schweidnitz. Alors aujourd'hui c'est Świdnica dans le sud-est de la Pologne, donc au XVIe siècle en royaume de Bohême, et qui fait une fabrique de papier qui était surtout active dans la dernière décennie du XVIe siècle. Alors, ces quelques petites indications nous permettent tout de même de commencer à reconstruire l'histoire de ce recueil, et surtout les objets qui sont représentés, qui ressemblent fort à des objets que j'ai eu l'occasion de voir souvent au Palais Pitti à Florence, que je vous montre ici, qui sont donc des objets en ivoire tournés. Alors, je n'ai pas connaissance d'objets similaires en bois, ce qui me porte à croire donc, que le tour qui est présenté, donc un tour pour l'ivoire. Or, ces objets qui sont présentés au Palais Pitti ne sont pas des objets qui ont été fabriqués en Italie, ce sont des objets qui ont été ramenés bien plus tard, dans les années, enfin en 1632 exactement, qui ont été ramenés d'Allemagne par un membre de la famille des Médicis après un sac de la ville de Cobourg. Donc, ils ont été exposés seulement à partir de 1630. Alors, comme j'ai eu l'occasion auparavant de travailler sur les ateliers de cours florentins, j'ai pu voir que dans les archives, il n'y a absolument aucune trace d'ateliers travaillant l'ivoire à la cour de Florence dans l'arc chronologique du recueil, donc à la fin du XVIe siècle. Autant chez les deux grands-ducs des Médicis qui sont concernés, enfin, qui règnent à cette période-là, François Ier de Médicis et son successeur Ferdinand Ier, on n'a aucune trace donc, de cet art. À ce moment-là, les ateliers de Florence sont surtout caractérisés par un autre type de virtuosité, le lapsus révélateur, un autre type de virtuosité, c'est celui qui est bien connu de la marqueterie de pierre dure, qui est à la fois évidemment un travail tout à fait esthétique et qui fait preuve d'invention aussi technique, comme vous le voyez sur l'objet qui se trouve dans la partie gauche, qui est en fait une marqueterie en 3 dimensions, une marqueterie en ronde-bosse,
de pierre dure, donc voilà, autour de laquelle on peut tourner. Donc, à Florence, à ce moment-là, pas de traces. La seule trace qu'on ait, c'est un cadeau que François Ier de Médicis a reçu en 1582 de Guillaume V de Bavière. Il s'agit d'une boule en ivoire donc en ivoire tourné et en ébène, réalisée par un artiste de grand renom à ce moment-là, un artiste d'origine italienne de Milan, qui s'appelle Giovanni Ambrogio Maggiore et qui a eu donc un très grand succès dans l'Empire, donc à la fin du XVIe siècle. Alors ce cadeau qui est donc arrivé à François Ier de Médicis a été exposé aux offices, à la vue de tous, ce qui montre un intérêt. Alors on sait aussi que le successeur donc, de Ferdinand, tout de suite après, dans les années après, en 1587, a essayé le successeur Ferdinand Ier, a essayé de créer aux offices un atelier composé d'artistes allemands qu'il a fait venir exprès d'Allemagne pour travailler autour l'ébène et l'ivoire. Donc il est possible que cet objet très particulier et qui donc permet de montrer la virtuosité des artistes travaillant dans l'Empire et donner cette impulsion pour créer cet atelier. Alors cet atelier a été assez peu actif en réalité et avec des résultats qui, je pense, n'ont pas du tout été à la hauteur des espérances de Ferdinand Ier, puisque en réalité, il fabriquait simplement des boules ornementales, quelques manches de couteau, ce sont les données qu'on a dans les archives, hein, et des touches de clavier d'instruments de musique. Voilà, donc un résultat de cet atelier qui n'a pas eu de grand succès. Alors, ce tournage de l'ivoire, en réalité, ce n'est pas une technique récente, ce n'est pas une technique ancienne, c'est une technique très récente qui a été élaborée la première fois, semble-t-il, justement par ce même Giovanni Ambrogio Maggiore de Milan qui a envoyé la boule, qui a fabriqué la boule, et qui se serait inspiré des dessins de Léonard de Vinci pour inventer un tour conçu spécialement pour l'ivoire, et même un tour permettant de tourner en ovale, ce qui était tout à fait nouveau. Alors ces inventions lui ont permis d'entrer en 1573 au service de Guillaume de Bavière, le futur Guillaume V, et de former plusieurs élèves. Parmi eux, un élève qui est devenu également très important pour la production de l'ivoire dans l'Empire, qui s'appelle Georg Wencker, qui rentre au service de la cour de Dresde en y amenant un tour de son invention pour le prince Auguste de Saxe. Alors, le fils de Georg Wencker, Hans, devient ensuite le tourneur de la cour de Prague en y amenant également un tour de son invention, et il est à l'origine d'un véritable engouement à Prague pour l'ivoire tourné. On sait, d'après les archives, que Rodolphe II devient à ce moment grand collectionneur d'ivoire tourné et qu'il tourne lui-même des défenses entières d'éléphants. Alors finalement, on retrouve ce Giovanni Ambrogio Maggiore à la toute fin du XVIe siècle, seulement pour quelques semaines, au service du grand-duc de Florence, Ferdinand Ier, qui le recommande ensuite à un de ses amis cardinal à Rome. Alors si j'ai fait ce petit excursus du parcours de Giovanni Ambrogio Maggiore, c'est parce que il correspond justement à la naissance de cet art et à la diffusion dans le monde germanique de cet de l'outil qui permet de créer cet art. Et ensuite, si on voit dans le panorama des cours germaniques de la fin du XVIe siècle, les principales cours qui se démarquent par cet art, ce sont les cours de Prague, enfin de Munich, de Prague et de Dresde.
Alors, pour revenir à notre recueil de dessins, notre hypothèse est donc, puisqu'on y retrouve des filigranes à la fois de Schweidnitz et de Florence, que ce recueil a pu être réalisé donc, dans ce contexte d'émulation entre les cours de part et d'autre des Alpes, peut-être par un artiste de Dresde ou de Prague. Alors, Świdnica se trouve à mi-chemin entre les deux villes, donc les deux origines seraient possibles. Et donc, un artiste, peut-être d'une de ces deux villes, qui aurait voulu présenter lui aussi son invention mécanique ainsi que les fruits de sa technologie au grand-duc de Florence. Alors, les relations, je l'ai dit en quelques mots, mais c'est quelque chose qui est très connu, hein, les relations artistiques et culturelles entre Florence et Prague à la Renaissance sont tout à fait bien connues. On connaît peut-être un tout petit peu moins les relations entre Florence et Dresde. En réalité, elles sont tout aussi intenses dans la deuxième moitié du XVIe siècle, malgré la différence confessionnelle, à tel point que Dresde est souvent appelée dans les sources de l'époque la Florence sur l'Elbe. Alors, malgré la différence confessionnelle, oui, ces échanges restent possibles parce que les objets qui sont principalement échangés, qui sont donc des objets d'art, surtout des objets d'art mineurs, mais également des traités savants, notamment sur l'art du tour, mais sur toutes les sciences et techniques de l'époque, sont considérés comme des objets adiaphoriques et externes au questionnement religieux, et en plus, ces échanges sont nécessaires, hein, même pour une cour protestante, pour ne pas rester en marge de la concurrence culturelle qui s'établit à la Renaissance entre les cours européennes. Alors, lorsque Giovanni Ambrogio Maggiore invente son tour pour l'ivoire, la pratique manuelle chez les princes germaniques connaît déjà une certaine tradition. En effet, on sait que l'empereur Maximilien Ier, excusez-moi, elle est là. Voilà. En effet, on sait que l'empereur Maximilien Ier pratique lui-même le tournage du bois. Hein, précédemment, on est là au tout début du siècle. Il installe en 1503 dans le château d'Innsbruck un tour dans une petite salle dans laquelle on sait qu'il aime passer du temps et sur lequel on sait qu'il aime travailler. Alors, on conserve également le célèbre banc à tréfilé qui est conservé à Écouen, qui a été fabriqué pour l'usage personnel du prince électeur Auguste de Saxe et qui, effectivement, comme le dit d'ailleurs Philippe Cordès dans son essai d'anthropologie des techniques, qui n'a pas grand-chose à voir avec un instrument d'un artisan ordinaire, de par son ornementation complexe et précieuse, de marqueterie, de métal gravé à l'eau forte, et aussi en raison de sa mécanique ostensiblement puissante, avec une crémaillère et un boîtier de manivelle innovant. Donc cet objet participe de la mise en scène des capacités du souverain. Erasme et Luther également prônent les travaux manuels comme des activités saines et même pour Luther méditatives. Et à cette époque-là, les activités manuelles servent aussi à l'éducation de noblesse, car elles contribuent au renforcement des vertus princières telles que la persévérance et la dextérité. Alors, comme le signale Klaus Morris, qui
est un des premiers à avoir découvert ce phénomène des princes tourneurs et qui a dédié plusieurs études à ce sujet. Le duc, un petit peu plus tardivement, le duc Maximilien Ier de Bavière, donc là on est déjà au début du XVIIe siècle, signe en 1608 une œuvre qu'il a lui-même tournée, et la signature dit, je vous le dis en latin, Ebur ars nobilitat, artem auctor Maximilianus dux Bavariae. L'art de l'ivoire ennoblit et Maximilien ennoblit l'art de l'ivoire en retour. De fait, le tournage de l'ivoire est un art exclusivement de cour, réservé à la noblesse, essentiellement pour deux caractéristiques. La première, c'est la complexité de la technique et de la machine. Et la seconde, c'est la nature et la forme du matériau. Donc, comme je l'ai évoqué avec cet exemple du banc à tréfilet découpant, la maîtrise de la mécanique puissante et ou sophistiquée participe du phénomène plus ample et bien connu d'ailleurs, de transposition des vertus guerrières de la noblesse médiévale vers l'humanisme, les sciences et les techniques, en raison notamment de la large diffusion dès le XVe siècle de la feu portative. Ce n'est donc pas un hasard si le premier prince tourneur semble être justement celui que l'on appelle le dernier chevalier, l'empereur Maximilien Ier. Alors, je vous remontre le tour de Maximilien Ier, qui est encore observé aujourd'hui à Innsbruck, et je vous remets juste pour mémoire les très célèbres gravures du cortège triomphal de Maximilien Ier, où on voit la mise en scène de la technique, vous voyez, dans ces chars triomphaux, qui ont donc les roues en forme d'engrenage ou même en forme, là, le char en forme de cage à écume, lisse et très précieux. Il est bien plus difficile à tourner que le bois, de par sa dureté et de sa forme courbe. Toute la dextérité du tourneur réside donc dans le fait de faire oublier cette forme courbe originale, tout en créant des formes parfaitement arrondies. Alors, on peut oublier la forme courbe originale en décentrant, par exemple, certaines parties des objets. D'ailleurs, le verbe tourner, en latin tornare, en italien tornire, en allemand drechseln, prend le sens figuré de définir avec élégance, de porter à la perfection. Et d'ailleurs, les traités de l'art du tour ne manquent de rappeler ce sens figuré. Or, si l'on observe les nombreux ivoires tournés de cette époque, leur perfection se manifeste certes par leur couleur, mais surtout par leur forme régulière, symétrique et géométrique. Dans la bibliothèque de la Kunstkammer de Dresde, qui conserve une très grande partie une très grande partie de cette Kunstkammer est dédiée à ces objets d'ivoire tournés, on trouve un traité sur les tours, un traité technique sur les tours, alors d'un certain Jacques Besson, je le dis parce que c'est un traité célèbre pour ceux qui s'intéressent à cette discipline. Et ce traité de Jacques Besson se trouve juste à côté de celui du très célèbre orfèvre polyédrique Wenzel Jamnitzer, le traité qui s'appelle Perspectiva Corporum Regularium, qui propose aux artistes des formes géométriques complexes tirées des 5 solides platoniciens afin de représenter par ces seules formes géométriques des significations métaphysiques et théologiques. Donc là, je vous montre quelques pages parmi les dernières pages du traité de Wenzel Jamnitzer, et je vous montre un de ces objets
d'ivoire tourné qui sont donc des exemples de perfection symétrique, géométrique. Mais bon, parmi ceux que j'ai montrés, vous voyez, on a également ici sur l'image de gauche, vous voyez qu'on a des polyèdres qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui rappellent fort les autres modèles dessinés par Wenzel Jamnitzer. Donc les ivoires tournés de la fin du XVIe siècle sont le résultat de la combinaison de la sophistication de la machine, de la virtuosité du geste du tourneur, de l'exclusivité du matériau et de ses significations métaphysiques et théologiques. On comprend bien pourquoi cet art a rencontré un tel succès au nord des Alpes. Et en effet, en l'espace d'un siècle, tous les princes d'Europe du Nord tournent. Et la mode va continuer très longtemps, puisque Louis XV tourne, Louis XVI, le tsar Pierre le Grand, les rois du Danemark, les rois de Suède, etc. Klaus Maurice a d'ailleurs dit que la révolution industrielle n'a plus commencé que lorsque les princes ont cessé de travailler sur leur tour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, désolé de vous avoir... J'avais juste cette dernière image pour conclure, On a des... où l'on voit effectivement un prince à son tour plus tardivement. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà. Désolé le tour a été conservé. Désolé de vous avoir un petit peu pressé dans mes messages, mais je ne voulais pas que nous commencions à prendre trop de retard. Merci pour cette présentation qui va interroger la virtuosité comme vertu politique, manifestement. En tout cas, c'est un enjeu qu'il faudra certainement discuter ensemble plus tard. Et je laisse sans plus tarder la parole à... immédiatement la parole à Anne-Sophie Ritz. Et je ne dirais peu de choses sur... Enfin, je serai assez court pour ne pas perdre de temps. Anne-Sophie Ritz est en cours de doctorat à l'Université Paris 1 et elle a travaillé sur l'art équestre en France au XVIe, enfin plutôt c'est le titre de sa thèse, l'art équestre en France au XVIe, du XVIe au XVIIIe siècle, l'histoire d'une pensée technique équestre, après d'ailleurs avoir mené un Master 2 sur des sujets voisins, puisqu'il parlait de la pensée technique équestre en France au XVIe, du XVIe au XVIIIe siècle. Elle a d'ailleurs par ailleurs publié des différents travaux sur cet objet-là, notamment sur la ferrure dans les traités d'équitation, mais Anne-Sophie Ritz a aussi une compétence d'archéologue, puisqu'elle a travaillé d'ailleurs avec Jean Chapelon et publié sur l'histoire de l'enseignement de l'archéologie médiévale en France, ainsi que sur le batik astral. Quoi qu'il en soit, elle va nous parler de ce domaine de l'art équestre, avec cette communication intitulée L'art équestre, une œuvre d'art virtuose, autour de la question du geste virtuose, de l'action virtuose, de sa saisie dans le cadre de la pratique équestre. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci à vous. D'abord, je voulais dire un grand merci aux organisateurs de ce beau colloque qui ont réussi à le maintenir malgré les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, c'est bon pour le partage d'écran? Parfait. Mettez-le en lecture, si vous le voulez bien. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, pour ma part, je vais vous parler de l'équitation des temps modernes en France et plus spécifiquement des gestes équestres en tant qu'œuvre d'art virtuose. Donc l'art équestre met en scène deux figures de la virtuosité, celle du cheval qui démontre la technicité du cavalier et celle du cavalier dont l'exécution doit s'effacer pour permettre la mise en scène d'un cheval d'art et de prestige. Le posé d'un membre, la cession d'une nuque, l'incurvation d'une encolure, l'allègement de l'avant-main, l'abaissement des hanches sont autant d'actions virtuoses, expression suprême de la parfaite réalisation de l'homme centaure. Douceur et patience dans le dressage des chevaux, légèreté des aides du cavalier, recherche de l'équilibre du cheval définissent une nouvelle mise en pratique de l'équitation moderne en France, dans laquelle, si le cheval pouvait manier de la seule vigueur de l'homme, sans que l'on s'aperçût d'aucune aide ou châtiment, l'écuyer aurait trouvé la vraie pierre philosophale et le dernier secret en l'art de monter à cheval. Le travail présenté aujourd'hui vise à étudier comment la technique
écrite et graphique, relaye la technique corporelle de l'équitation, l'éphémère d'un geste mettant en scène donc deux êtres vivants, on l'a dit, le cavalier et le cheval, afin de conserver un répertoire de mouvements et établir ainsi les fondements d'une nouvelle pratique élevée au rang d'art. Elle se fonde donc sur un corpus de 17 traités de réduction en art français de l'époque moderne. Dans le cas de l'art équestre, les praticiens deviennent théoriciens. Soit courtisans, soit nobles, mais toujours au service des princes, ils formalisent et norment les définitions fondamentales de l'art, institutionnalisant les pratiques de l'art équestre, afin de donner à l'aristocratie les fondements et les méthodes de la raison cavalière. Ainsi, l'art ou science du manège doit nécessairement, pour se perfectionner, admettre des principes intelligibles et développés d'une manière sensible. Ces principes, une fois reconnus et adoptés, deviendront un point de réunion. Ils porteront la plus grande clarté sur cet objet d'instruction, comme cela est arrivé dans tous les arts et toutes les sciences, car on ne saurait disconvenir que ce ne soit au moyen des principes que les hommes laborieux se sont élevés et s'élèveront aux plus hautes connaissances. L'art équestre s'inscrit dans un projet qui prend naissance dans l'Italie de la Renaissance, donc celui de l'humanisme. Il se traduit dans le cas de l'équitation par l'instauration d'un nouvel habitus technique. En effet, on assiste à la fin du XVe siècle à un changement d'orientation et de méthode dans la conception équestre. D'une équitation militaire, guerrière, apparaît une nouvelle mise en acte, l'équitation académique. Accompagnée de nouvelles images mentales, d'une dénomination et d'un vocabulaire technique différents, elle s'inscrit dans un processus qui favorise donc sa reproduction et sa transmissibilité, faisant voir le jour à une normalisation et à une standardisation des modalités de comportement et du langage utilisé. Labroue rappelle qu'entre tous les arts violents, plus beaux et plus honorables, il n'y en a point, il lui semble, de si propre et qui donne d'ordinaire plus de contentement à l'homme de généreux naturel et faisant profession des armes que l'exercice de la carrière. De ce qu'il y acquiert de plus excellent et de plus certain, non seulement des plus belles proportions de toutes les sortes d'airs et de manèges, mais aussi des principaux fondements de l'art qui consistent à la connaissance de la nature, de l'inclination et des forces du cheval. Ce que les seigneurs Jean-Baptiste Ferrare, Frédéric Grisonne, Claudio Corté et quelques autres ont expliqué en leurs livres par un grand nombre de belles et apparentes raisons. Le projet humaniste, dans lequel on s'inscrit cette mise en écrit des savoirs techniques, au-delà de la dimension pédagogique, propose un remaniement en profondeur des sociétés et des interactions entre les différents protagonistes que sont les institutions, les hommes de métier, les ordres de la noblesse, ou bien encore donc les lieux de savoir et de la pratique. Dès lors, des transferts techniques se font donc de l'Italie vers la France durant les 15e et 16e siècles. On voit les maîtres écuyers, tels que Federico Grisone, Cesare Fiacci et Giambattista Pignatelli, transmettre avec force les gestes et les mots qui font d'un homme à cheval un gentilhomme, un cavalier, un chevalier, instruit par les nouvelles pratiques de l'art équestre. Pluvinel rapporte au roi: c'est l'occasion, sire, qui m'a fait plus soigneusement rechercher la méthode de laquelle j'use, parce que par une autre voie, il me serait impossible de réduire quantité de chevaux que l'on m'amène. Ce qui me fait dire sans vanité ni présomption que si je n'eusse reconnu mes règles plus certaines et beaucoup plus brèves que toutes les autres que j'avais apprises, je n'aurais pas quitté la plus grande partie de celle du seigneur Jean-Baptiste Pignatel, gentilhomme napolitain, le plus excellent homme de cheval qui ait jamais été de notre siècle ni auparavant, duquel j'ai appris une partie de ce que je sais durant le temps des 6 années que j'ai passées auprès de lui. L'académisme vu de France met en avant donc la formation technique, morale et intellectuelle des élèves qui sont les représentants et les garants de l'idéal équestre porté par Labroue et Pluvinel. L'école française d'équitation, qui voit le jour, devient un art du mouvement qui mobilise en permanence la symbiose entre l'homme et le cheval. Parmi les figures de la virtuosité équestre, on trouve peut-être en premier lieu celle de la courbette, qui est un saut très recherché d'une part d'un point de vue esthétique, parce qu'il permet au cavalier de démontrer la maîtrise de son attitude, et d'autre part d'un point de vue technique, parce qu'il constitue l'exercice préparatoire au saut relevé. Le respect du rythme et de la cadence en précise l'exécution. Cela se traduit dans ces extraits que vous avez là par la notion de battu, de temps, de mesure. La capriole, quant à elle, est le mouvement le plus spectaculaire des airs relevés.
dans lequel le degré de soumission et de rassemblée du cheval est poussé à son maximum. En alliant cadence, légèreté, envie de faire, elle symbolise l'apogée du dressage du cheval. Au sein de ce projet, la figure du cavalier tient une place centrale. Il faut rappeler qu'à cette époque, le roi de guerre est roi cavalier, roi écuyer. À partir du XVIIe siècle, l'apprentissage de l'équitation, art d'agrément et art social, devient un élément majeur dans la formation des classes dirigeantes européennes. L'image du roi cavalier accorde une force symbolique et politique accrue en réunissant ses différents usages, chasse, guerre, spectacle, manège, et définit un style d'existence. Ainsi, on voit se dessiner en Europe un habitus du prince en lien avec une préparation intellectuelle au métier du roi qui repose sur l'enseignement d'une esthétique des pouvoirs. Le traité de Pluvinel illustre cette idée en mettant en scène donc un dialogue éducatif entre le maître, Pluvinel, et l'élève, le jeune Louis XIII, dans lequel interviennent sporadiquement des personnages historiques tels que M. de Termes et M. Legrand. L'art équestre symbolise le lien renouvelé entre noblesse et vertu, fondement de l'État. Pour Cavendish, le roi, étant bon cavalier, saura beaucoup mieux comme il faudra gouverner ses peuples, quand il le faudra les récompenser ou les châtier, quand il saura leur tenir la main serrée ou quand il faudra la relâcher, quand il faudra les aider doucement ou en quel temps il sera convenable de les éperonner. Pour l'élite nobiliaire, que ce soit pour les familles de robes ou d'épées, l'idéal militaire l'emporte. Les qualités de l'homme de guerre sont au sommet des valeurs que doit acquérir la jeunesse courtisane. Le dressage du cheval est le symbole de la violence contrôlée et d'une civilisation de cour. L'émancipation et le succès de l'école française dans la tradition équestre va venir de la recherche de la soumission sans combat, de l'harmonie et de l'équilibre des corps entre le cavalier et le cheval. Cela repose sur une théorie de la volonté transmise du commandement. On retrouve ainsi systématiquement dans la pédagogie de l'art équestre la figure de l'écuyer, bon et bel homme de cheval. Le cavalier, en montant à cheval, doit observer sur sa personne plusieurs choses qu'on pourrait enfermer dans deux principales. La première regarde la posture noble et aisée qu'il doit avoir pour mériter le nom de bel homme de cheval. La seconde regarde le jugement et la présence d'esprit qu'il doit partout marquer, mais particulièrement par la juste application de ses aides, dont il puisse aussi s'attirer la réputation de n'être pas moins bon homme de cheval que bel homme de cheval. Derrière la maîtrise des corps, on trouve la maîtrise des passions. Derrière la discipline des corps, on trouve la discipline des mœurs. Le discours des apparences et les jeux éducatifs vont dès lors prendre tout leur sens. Le sieur de Lugny rappelle que le cavalier doit être vêtu proprement et honnêtement, selon sa commodité, et surtout bien botté, ses éperons bien mis, et ayant des gants aux mains, et une gaule ou sinonguette et sifflante en la main droite, qu'il soit bien assis et de belle grâce à cheval, lequel il amènera au pas jusqu'au lieu où sont les regardants, et les ayant salués, se mettre vis-à-vis d'iceux. Ce rapport au corps redressé du cheval et du cavalier a trois significations. La première, l'accès à la noblesse n'est plus linéaire et normatif, l'apprentissage de l'équitation est fait d'obstacles et de progrès. La seconde, la signification politique du cheval et de sa maîtrise, est une manifestation de l'éducation de la noblesse au monde curial. Enfin, la compréhension des relations des corps homme-animal constitue une symbolique du lien social. Le bonhomme de cheval maîtrise les règles de son art, le bel homme de cheval transforme une esthétique cavalière de la grâce en une reconnaissance sociale du beau. Il s'agit ici donc enfin de questionner le geste équestre dans son esthétique politique et sociale à travers la mise en imaginaire d'un idéal chevaleresque. En effet, à partir d'une restauration des anciens, cette nouvelle culture technique équestre met en œuvre une continuité des valeurs liées à la chevalerie, la féodalité et à une noblesse devenue mythique. En même temps, elle est un élément constitutif d'une transformation sociétale, conséquence de la montée en puissance d'un État moderne, passant d'un absolutisme à un autre, pour se terminer sur le triomphe des normes politico-sociales de l'État-nation. La maîtrise des chevaux est alors au service d'un spectacle esthétique et moral de la guerre. Ainsi, l'un des plus honorables exercices de cavalier est celui de la carrière, tant pour y rompre la lance que pour courir la bague,
attendu que c'est le lieu où il peut faire preuve de son adresse aussi bien que de son courage, et quasi tout de même que s'il avait à se battre à bon escient contre son ennemi. Et partant faut-il que le gentilhomme qui est né pour la guerre sur tout le reste du monde commence de bonne heure à s'y façonner, afin que l'école le rende si adroit aux armes qu'il semble que la dextérité soit née avec lui. L'imaginaire que ce spectacle véhicule maintient en vie les valeurs et les pratiques comportementales portées par l'art équestre, au travers desquelles le cheval est un instrument d'une société aristocratique. Parallèlement à ça, donc, il ne faut pas oublier que le projet humaniste est constitué d'une composante essentielle, à savoir la dimension pédagogique. L'alliance entre pratique et pensée technique est mise en lumière dans le frontispice de l'école de cavalerie, où l'on découvre l'univers spécifique de l'enseignement et de la pédagogie équestre, qui fait intervenir 3 acteurs, à la différence de l'escrime ou de la danse: le cheval, le maître écuyer, l'élève cavalier. Mais ce qui nous intéresse plus spécifiquement dans cette notion, dans cette dimension pédagogique, c'est qu'au-delà de la relation maître-élève, la présentation des exercices au sein du cercle pédagogique, donc jeunes écuyers et cavaliers expérimentés de la noblesse, permet l'acquisition des aides et leur effet dans un cadre contrôlé. La mise en pratique des airs relevés par le roi lui-même consacre la formation et lui assure ainsi l'appartenance à un groupe discipliné et vertueux dans lequel le contrôle du corps et de la violence domine. La vertu morale, construite en opposition au vice, y est associée à la bravoure, l'honneur, la grâce, la patience et au savoir. Celles-ci sont acquises dans les écoles vertueuses, les écoles de vertu, que sont les académies équestres, et pour lesquelles Pluvinel demande au roi des financements. On assiste à un changement au début du XVIIIe siècle avec l'introduction d'une vertu technique associée à l'adresse et à l'habileté. Le sieur de Préville parle de génie et de la vertu du tour de main. Dès lors, l'écuyer homme de vertu fait place à l'écuyer habile homme. La Guérinière rappelle que c'est l'habileté du maître de l'art qui fait son autorité et sa pratique, qui fonde les règles et les principes de sa théorie. Dans ce monde des temps modernes, les grands rituels de la monarchie sont l'occasion d'une représentation permanente du symbolisme politique que porte le cheval. Les années 1670-1680, qui correspondent donc au départ de la royauté à Versailles, mettent en scène une nouvelle organisation des plaisirs de la fête, dans laquelle le peuple peut désormais reconnaître, au travers de la mythologie politique cavalière, un roi héroïsant. Symbole du roi cavalier, le cheval devient une figure centrale dans les fêtes curiales, conçue de façon à affirmer le pouvoir royal. Les carrousels modernes peuvent être pratiqués sans que l'on court les risques que l'on courait autrefois dans les anciens tournois, que nous nommons aujourd'hui carrousel. C'est ce que l'on peut encore savoir par les anciennes histoires, qui font assez voir que ces formes de tournois sont tirées de l'art militaire. Mais présentement, outre que les carrousels nous apprennent à combattre, ce sont aussi des espèces de jeux que l'on célèbre pour le plaisir. Dans les traités d'art équestre, on assiste à la transformation des jeux de guerre en jeux de fête, dans lesquels l'imaginaire maintient en vie à la fois les valeurs et comportements d'un idéal chevaleresque et ceux portés par l'art équestre. Le cheval et sa pratique apparaissent à la fois comme un instrument et comme une fin de la société aristocratique en devenir. En conclusion, donc dans le cas de l'équitation, le cheval est à la fois, on l'a vu, l'instrument, le résultat de la pratique et la condition de celle-ci. L'art équestre, donc, qui voit le jour au XVIe siècle, suit la mouvance humaniste venue de l'Italie. Cela se traduit par des échanges entre écuyers italiens et français qui aboutissent à la création d'une école française d'équitation, dont la renommée fait date au XVIIe et XVIIIe siècle. Celle-ci va dès lors conquérir l'Europe en retour. On retrouve la référence académique française en Italie même, Florence, Padoue, Vicence, Trévise, mais également dans l'Empire, où Norbert Conrad voit l'influence de la Salomon de la Broue à Tübingen, Kassel, Siegen, Zels, Heidelberg, en passant par le Danemark, la Belgique ou bien encore les Pays-Bas. On observe ce phénomène même en Angleterre avec l'école de Sir Edmund Bolton et celle de Sir Barthélemy Gerbier, entre autres. Dans ce cadre, l'étude du geste équestre par le prisme des traités de réduction en art permet d'interroger le regard que portent les écuyers des temps modernes sur les facteurs constitutifs de leur pratique.
En effet, donc, si notre corpus de traités demeure imprégné des qualités chevaleresques, sans rupture avec les disciplines héroïques et leurs répercussions sociales et culturelles, partie intégrante de la vie de la chevalerie-cavalerie, il ne faut pas y voir une vision linéaire du progrès technique équestre, mais bien sa mise en œuvre par étapes successives, de l'Italie vers la France, dans une culture sociale, politique et culturelle qui lui est propre. Un travail comparable sur les traités produits par les praticiens des différents pays européens permettrait d'interroger la façon de penser le geste équestre dans une perspective plus large et de voir si, ou plutôt comment je devrais dire, une culture technique européenne du geste équestre virtuose se dessine. Je vous remercie. Micro. Je suis désolé. Pardon. Merci infiniment Anne-Sophie Ritz pour cette présentation. Qui nous a fait découvrir à beaucoup d'entre nous, je crois, un objet que pour beaucoup d'entre nous, nous ignorions et surtout dont nous ne soupçonnions pas qu'on pût tirer ces conclusions et ces analyses si fines sur les aspects de cette gestuelle et les implications de cette perception du geste équestre. Donc je pense que cela va nourrir, je suis sûr, cela va nourrir la discussion qui va venir. Et sans plus tarder, avant d'engager la pause et la discussion qui viendra après, je laisse la parole immédiatement à Marika Knowles, qui est parmi nous, qui enseigne à l'Université de St. Andrews depuis 2017 à la School of Artistry, et après avoir enseigné aussi à Harvard, si je ne me trompe pas, mais après avoir réalisé une thèse à Yale University, dont le titre, alors dont j'ai pas le titre de la thèse, mais par contre le titre de la publication qui en a été tiré, Realism and Roleplay, The Human Figure in French Art from Callot to the Brothers Lenain, publié à Rutgers dans le Delaware en 2020, l'année dernière, et qui a également travaillé avec Chris Wood, qui anciennement enseigné à Yale aussi d'ailleurs, dans des revues d'anthropologie et d'esthétique, et ainsi que elle a aussi publié sur les dessins et la peinture de Degas, si je ne me trompe pas. En tout cas, aujourd'hui, Marika Knowles va nous parler de Jacques Callot. Et le titre de sa communication est Jack Callot and the Virtuoso Handling of Social Positions, qui va nous permettre d'interroger les gestes produits, nécessités en fait par les gravures et par les dessins de Callot, et secondairement d'interroger aussi l'usage de cette virtuosité par Callot pour représenter notamment des figures socialement marginales, notamment les nains et les mendiants, mais nous allons découvrir cela immédiatement. Je vous laisse la parole, Marika. Merci beaucoup. Vous m'entendez tous? Très bien. D'accord. Merci aux organisateurs. Je suis très désolée de ne pas donner ma conférence en français. J'aurais pu le traduire, mais j'avais pas assez de temps. Donc, désolée, je le donne en anglais. That's fine. Because I'm speaking relatively late in the program, I've been lucky enough to benefit from hearing so many talks already, which have helped me think through the concept of virtuosity in relationship to the work of Jacques Callot, the early 17th century etcher, who is known for his remarkable linear style. Several points about virtuosity have become clear to me after listening to these interesting papers. In the first place, there is a tense but dependent relationship between virtuosity and technique. The virtuoso is technically gifted so as to make technical feats appear effortless, but nevertheless, the viewer or the listener still recognizes the underlying difficulty. In other words, difficulty is imminent to the virtuoso performance. In the second place, virtuosity manifests through performative displays. And these performances tend to be infused with a certain attitude, which is often aggressive or competitive, marked by the performer's desire to stand out, to be recognized as having done something marvelous. Thus, we often speak of the virtuoso temperament,
a phrase that registers this interesting relationship between an embodied attitude and a technical performance. The virtuoso attitude manifests in different ways, but it often seems to have to do with style, with a particular kind of handling. And here we might think of the importance of the musician's hands, which we saw in Sarah Hasid's paper on Thursday. For Jacques Callot, who is, after all, an etcher, the virtuoso attitude manifests through his highly distinctive linear style. Line, as we have also seen in Nicolas Sutor's paper, is a medium that is particularly susceptible to virtuoso performances. In this paper, I am primarily interested in Callot's series of single figure prints. These series usually included around 20 individual etchings, which could be sold together or purchased separately. In two of these print series, which you see on your screen, The Beggars and The Nobility of Lorraine, Callot's distinctive linear style interacts in crucial ways with the social roles of the subjects that he documents. As I show at length in my recent book, Realism and Roleplay, Callot was highly sensitive to the performative aspects of everyday social life. What his multi-figure series offer us are dozens of singular performances in which human figures perform for each other and for the viewer. In The Beggars and in The Nobility of Lorraine, what is performed is the social role. The beggar performs a form of neediness. The noble performs a claim to nobility. What I also argue in this book is that the performance of Callot's human figures is always doubled with or indebted to Callot's own linear performance. Given Danielle Ternois' description of Callot's linear style as écriture, or handwriting, Callot's figures are his signature, his autograph. The figures are always Callot's beggars or Callot's nobility. I have recently given a talk about the beggars at the Villa Médicis and the erratic, wandering, haggard quality of line in these figures. So because of the limited amount of time today, I'm not going to actually talk about marginal social identities. I apologize, but I'm going to focus on the nobility of Lorraine. Callot made this print series, The Nobility of Lorraine, in Nancy, his hometown and the capital of the Duchy of Lorraine. The Duke of Lorraine had his court in Nancy, but it is not absolutely certain that the series represents members of the court. There is no extant frontispiece for the series, and in the inventory after Callot's death, it was titled Les Bourgeois Nobles, a title that can be read in a number of different ways, as bourgeois who are noble in spirit and disposition, if not in title, or as residents of the town or burg who are in fact members of the nobility. In the end, it is difficult to determine the exact social status of these figures. What is certain, however, is that they have attitude in spades. So here I'm going back to this idea of attitude and the virtuoso performance. They are confident, decisive, and forceful. They are also buoyant and lively. Specific technical gestures enabled Callot to express these effective dispositions through line. Relatively few lines are used to create these figures. If we compare Callot's gentleman to a slightly later male figure of a noble person designed by Jean de Saint-Igny and etched by Abraham Bosse, we can see that Callot's figure is composed of many fewer strokes or traits, probably at least half as many. This was one of Callot's distinctive techniques, the trait simple, the use of single rows of hatchings instead of a grid of cross hatchings.
The trait simple is a perfect medium for the expression of elite nonchalance and gratia. Nothing appears easier and less worked than Callot's lines. One reason why Callot could make do with fewer lines was the relative thickness of the individual lines. In 1617, Callot had pioneered a technique of etching using a hard varnish, vernis dur, an oil and mastic-based varnish used by Florentine lute makers, which dried hard and did not pool back into the groove made by the etching tool. Thicker lines with crisp edges were enabled by the hard varnish, as well as by the use of an échoppe, a tool with a flat, oval-shaped tip, as opposed to the needle-shaped tip of a traditional etching tool and etching needle. The échoppe was wider than the needle, and the width of the line could be manipulated by gradually releasing pressure on the tool so that it would sink less deeply into the varnish, thereby narrowing the line. And Abraham Boss, in his treatise on manners of engraving in aquaforte, discusses in detail this technique, which he has learned from Callot. In the nobility of Lorraine, the trait simple, combined with the thickness of the lines enabled by the hard varnish, results in the expression of both nonchalance and a kind of martial forcefulness. This martial quality is underlined in the prints by the presence of swords, as well as the tiny skirmishes in the background. And I show you details of those skirmishes happening on that lowered background behind the figures. It is as if the men have sauntered up to this little ledge to pose immediately after polishing off a few rivals. Yet what I'm even more interested in as manifestations of Callot's virtuoso attitude is the curling lines in which lies the buoyancy and liveliness of these figures. Curling lines are particularly evident around the heads of the figures in the form of the upwardly curling moustache, the silhouettes of the large hats, the curling locks of hair, and of course, the wonderful feather plumes. The curling line moves outwards, sweeping up the air around the figure, but then it doubles back and moves inwards. And so in this sense, the curling line is expansive, but also possessive, in the guise of a military commander who declares "to me, à moi," on the battlefield. Callot's studies of horses, made in quill and reed pens in Florence, most of these, are important precedents for this curving, inky, velvety line, this sense of rondeur swollen by latent energy. The particular energy of the horse is expressed through the ease of Callot's flowing, fluid pen line. There is a certain explosive, barely contained potential in the horse's body, which Callot expresses through the sweeping, curved lines which do not fully close, as if the horse cannot be bound by a closed contour. So like right there is an example of that. The energy, force, and strength of the horse is edged with potential violence, which comes to fruition in the figure of the fencer, here or here, even within the body of the horse, who seems to be bursting from the horse's body. So as if the energy of the horse has kind of birthed this combative fencing figure. The curved line for Callot is a mark of elegant strength and forcefulness, which are some of the characteristics of vertu mâle, male virtue, as we heard about in Thomas Golsen's talk on Thursday. Through his etching technique, Callot was able to reproduce this curved line made with a feather pen, a plume, in his representations of the nobility of Lorraine, whose feather plumes, rippling in the wind, suggest the movements of the feather pen. One of the
advantages of etching was that the movements and gestures of the etcher could be more fluid. Working with the needle on the varnish was closer to drawing, whereas engraving required a certain amount of physical effort and was more like carving. Nevertheless, Callot carefully planned his plates. Unlike an etcher like Rembrandt, who also used hard varnish at times, he did not improvise on the plate itself. The appearance of fluidity was carefully planned in advance. Callot's technical specialty consisted of successfully creating the illusion of such fluid movements. Callot's performance as a handler of line is intended to bleed into the affect and disposition of his figures. Thus, we can ascribe the same qualities that we recognize in Callot's handling to the affects and attitudes of his figures. The overall performance of Callot and of his figures consists of confident outward show, finery in terms of dress, a potential for violence, as well as a certain nonchalance, in which technique is veiled or obscured behind an attitude of negligence. It is possible to qualify Callot's performances, as well as the performances of his figures, as virtuoso in terms of the attention that is drawn to difficulty mastered and dominated by style. However, there was a competing understanding of noble virtue abroad in Callot's era. And in this respect, my presentation interacts in, I think, really interesting ways with Anne-Sophie's presentation. And in fact, she did a lot of the work for me, so I don't have to go into some of Antoine de Pluvinel's concepts in greater detail, but I'm going to talk about them briefly. Horsemanship was an essential noble technique, one of the arts of the body, along with dancing and fencing, which were learned by male members of the noblesse d'épée, the sword nobility. In 1623, very close to the time when Callot would have published The Nobility of Lorraine, Antoine de Pluvinel's posthumous treatise on horsemanship, Le Manège Royal, was published in a luxurious edition, illustrated with etchings by the Flemish printmaker Crispin de Passe. Treatises like this one drew attention to the arduous technical training required in order to create the noble body. Louis XIII, who is pictured throughout the volume, does not leap onto his horse a fully formed horseman. Rather, he undergoes extensive training conducted by the master equestrian and author of the volume, Antoine de Pluvinel. In Pluvinel's text, as Anne-Sophie has just shown in greater detail, the term vertu is used to refer to the noble arts of the body. Early on, Pluvinel says that his charge as a master equestrian is to enseigner la vertu. The king, in his request for Pluvinel's instruction, which is recorded in the volume, shows his desire to apprendre la vertu. Finally, Pluvinel refers to the demonstration of equestrian arts as exercice d'honneur et de vertu. Virtue in this usage takes the form of technical training that allowed the noble individual, including the king, to physically embody, express, and perform a perfect nobility. This kind of nobility was supposed to be chaste, responsible, and moral. It was a Christian nobility, and it was intended to represent the opposite of a vicious or vice-ridden nobility, which consisted of vanity and empty show, as well as excessive sensuality. Such competing definitions of nobility reflected the long-standing controversies over the rights and the privileges of the nobility, which I do not have time to enumerate now. But in short, the image of the virtuous Christian courtier was intended to counter anti-noble sentiment, which regarded the nobility as foppish, parasitic, and excessively violent, and also this was associated with the warrior identity, and we're seeing the warrior become this bel homme écuyer, as Anne-Sophie suggested.
So what I want to focus on then is the way that the equestrian arts are represented in Crispin's etchings, not exactly in Pluvinel's words. According to the idea of noble virtue reflected in Pluvinel's treatise, there is no shame in technical training. The enormous effort and labor that goes into learning to be the perfect horseman is in fact a necessary requirement of virtue. This is a rather clever rhetorical move, which allows technique to be absorbed into the moral concept of virtue. Pluvinel himself appears throughout Crispin's illustrations, where he is often accompanied by a riding crop, with which he points to specific parts of the horse or the king's body. And in this illustration, he seems to be indicating the proper placement of the king's foot in the stirrup. It may even be Pluvinel's stick that has drawn these two circles in the sand of the stables, within which the king must keep his horse's hooves as he exercises what seems to be some kind of canter pirouette or courbette, in which the horse turns 360 degrees around its back legs. Crispin's illustrations and Pluvinel's treatise make no effort to conceal the amount of work that goes into both the making of the etching and the training of the horseman. Crispin's linear style is highly detailed, and his line is very fine. He's clearly using a soft varnish technique. Crispin does not attempt the kind of sweeping curves that Callot offers. The king's plumes are not composed of single curling lines, but rather many shorter lines. His horse's mane curls upwards, but the fineness of the lines robs the figure of the buoyant confidence that infuses the curls of Callot's nobility. If we look at the hoof prints in the sand, which are a series of inset curves, or even the line that has been drawn in the sand within which the king must keep his horse's hooves, these are not made of single lines, but rather composed of tiny stubble-like hatchings. So instead of a single confident sweeping stroke or trait, many small marks, as if to suggest the thousands of repeated gestures through which the aspiring horseman will become a master. Instead of the curling line, we have Pluvinel's riding crop, a straight stick which points. In summary and in conclusion, in Callot's prints and Crispin's illustrations, we are confronted with two quite different attitudes towards noble identity and its relationship to virtue. On the one hand, Callot offers a virtuoso show of difficulty mastered through aggressive dominion. On the other hand, Crispin shows the systematic step-by-step acquisition of virtue in the form of technical expertise. In guise of a conclusion and somewhat fancifully, but meant to inspire discussion, I would suggest that in the end, it comes down to the difference between the curl and the point, a difference represented in microcosm in the contrast between the échoppe with its curved tip and the needle with its point, the riding point. Virtue points to a stirrup, a straight line between the hands of the master and the foot of the student, with no distractions along the way. Virtuosity, however, takes a deliberate detour along the curving line, signifying the intrusion of temperament, of temporality, of the gesture that draws attention to itself. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup Marie-Clémence pour cette présentation de la gravure de Callot, sans plus tarder, parce que nous avons quelques minutes de retard, mais on a le temps après tout. En le remerciant encore, je voudrais remercier Sven Dupré d'avoir accepté d'animer ce débat, et je lui laisse immédiatement la parole en vous remerciant encore, Sven, d'avoir accepté de jouer ce rôle. Je ne sais par ailleurs pas si vous souhaitez parler français ou anglais. En anglais. Okay. En anglais. So thank you very much for the opportunity to respond to, I think, 3 excellent papers. And so it's also been a delight to really observe. They also make a very coherent session, I think, within the conference.
in connecting virtuosity to the social and the political in the early modern period. One could say by highlighting the role of the virtuous arts in the production of nobility or even royal power. And that they also stand out, I think, by bringing in for all reflection the arts of horsemanship, of horse riding, but also dancing and fencing in the papers by Anne-Sophie Riet and Marieke Knowles, as we just heard, alongside plastic arts, which early moderns considered to be ennobling activities for princes, such as the ivory turning discussed by Fanny Kiefer. Now, I'm not going to make especially since we're already running a bit late, not going to make or take time for a very lengthy comment. Let me just kick off the discussion by raising, I think, two questions around what I think are themes connecting the different papers. And the first theme that I want to bring to the floor is pedagogy. I think all papers point to the importance of the pedagogical dimension of the production of nobility through the practice of the arts, to the institutional context of teaching, I mean, quite clearly the academies in Anne-Sophie Riet's paper, or to the debate about the agency of teachers of these arts in the production of nobility. And I think it might be helpful to bring the role of the teacher to the fore, especially because there seems to be, to me, a sort of tension, perhaps most explicitly pointed out in Marieke's paper, between virtuosity and pedagogical instruction. It's between the display of being in command on the one hand and being commanded in a military context or instructed in a pedagogical context. And that seems to raise questions about the teachability of virtuosity, especially if virtuosity goes beyond the techne of the body, which is only a sort of condition for the demonstration of skills. So that would raise a couple of questions for all three speakers. I mean, can virtuosity be taught? And there seems to be a sort of difference here just in the last paper between what we could learn from that by reading Crispin de Passe versus what we can learn by looking at Jacques Callot. But also, what is the role of the teacher in the production of nobility through the practice of the arts? And what do we know about how it was taught? So what was the pedagogical practice, in fact? And that connection, for example, also what are the exercices d'esprit, which I think, if I understood well, Anne-Sophie Riet mentioned actually next to the bodily training as part of the academic curriculum. So that's one set of questions. The second set of questions would concern the representation of virtuosity, and especially I think it's visual representation, perhaps also making already a link to the next session on réduction en art. And this visual representation has, of course, been very, very central to Marieke's discussion of Callot's curved line, but I think it would also be very interesting to hear Kiefer's and Riet's thoughts on this. I mean, Fanny Kiefer started also by showing the Strasbourg manuscript with this sort of full body posture of a person working at a ladder, which really struck me, because I've always been struck by the fact that it was precisely in books on dancing, on fencing, on horse riding, and the military arts that one finds in the early modern period so much visual representations of posture and hands manipulating tools or weapons, including the representation of movements of hands and bodies by cinematographic sequencing, sometimes even, which are by and large absent from writings on the visual and plastic arts, with possibly exceptions, such as indeed, Boss's manners of engraving in aquaforte, but also some treatises on calligraphy and perhaps even surgery. But I think it would be highly interesting to hear basically from all three speakers about the visual representation of skill, about the visual markers of virtuosity in their specific domains. So this is just to open the discussion, these two sets of questions. So one about pedagogy, the second one about the visual representation of virtuosity, to which I hope, all three speakers have something to say. And perhaps we can do it in two rounds. First one about pedagogy, second round about the visual representation. Yes, of virtuosity. And if there is time, and then we can open it up for questions from the
from the floor or the virtual Zoom room. The virtual Zoom, exactly. No, absolutely. So I give the floor to whoever wants to talk about the issue you raised about pedagogy first. The first hand. Yes, Fanny Kiefer. Shall I answer in English or in French? As you like. I think everybody, tout le monde comprend, oui, everybody understands French. Très bien. So Donc, bon, je vais répondre en français. Alors, à propos de la pédagogie, oui, c'est vrai que c'est un aspect qui est absolument fondamental à partir du début du XVIe siècle dans l'éducation des nobles, justement parce que, c'est, comme le disait aussi Anne-Sophie Ritt, cette éducation de la noblesse se transforme. Cette éducation est de plus en plus technique et de plus en plus culturelle, et donc forcément, il faut de nouveaux maîtres pour enseigner ces nouvelles disciplines. Et ces maîtres prennent une place également dans la représentation, puisqu'on parlait de la représentation. Alors je parle dans le cas précis de l'ivoire. Très souvent, c'est comme les maîtres qui apprennent l'art de l'ivoire aux princes deviennent extrêmement célèbres. Je vous ai cité le cas de Wencker, mais il y en a d'autres. Et les objets du prince et les objets du maître sont montrés ensemble dans les Kunstkammern, dans les expositions. Et d'ailleurs, les objets, malheureusement, des princes sont évidemment bien inférieurs à ceux des maîtres et disparaissent derrière ceux des maîtres. Mais c'est comme si le prince, en fait, s'appropriait la virtuosité du maître en même temps qu'il prend à son service le maître dans sa sphère privée, parce que ce qui est important, c'est que cette pratique du tour, c'est vraiment une sphère très privée du prince. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, la virtuosité elle s'apprend, on peut l'apprendre, on peut l'enseigner jusqu'à un certain point, surtout quand elle est très technique, comme l'ivoire, et on voit les résultats des princes sont pas foudroyants, mais c'est la virtuosité du maître en fait qui est représentée et qui prend la place en fait de celle du prince. Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose. Je pense sûrement que Anne-Sophie Ritt a précisément cette question, parce qu'une de vos images notamment touchait véritablement cette question-là. La question de la dimension pédagogique liée à cette transmission de la virtuosité. Alors, ce qui se passe dans le cas de l'équitation, c'est que, et ils le disent eux-mêmes dans les traités, qui sont des écuyers, qui sont des praticiens, c'est qu'il y a la nécessité de retourner à la pratique, même si effectivement dans les académies, il y a des programmes, Pluvinel décrit le programme que doivent suivre les élèves. Donc effectivement, il y a toute une dimension technique, notamment on inclut aussi l'escrime dedans, toute une dimension, vous l'avez dit, intellectuelle, avec l'enseignement des mathématiques, des lettres, mais pour ce qui est de la technique équestre elle-même, ils insistent bien sur la nécessité de retourner à la pratique, au sensible. Alors c'est peut-être lié aussi peut-être à la différence du travail de l'ivoire dans les arts mécaniques, c'est que là on a un rapport au sensible, on a un rapport à un autre être vivant qui n'a pas forcément le même langage que nous, à la différence de l'escrime ou de la danse. Donc vraiment, ils insistent beaucoup sur ce lien dans la transmission. Le maître transmet, mais il faut pratiquer pour acquérir le geste juste, le geste parfait. Voilà, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Marika. Yeah, I can sort of answer and also kind of answer the second question at the same time. I mean, I do think it's quite fascinating that, I mean, I was sort of actually quite surprised to find that the Pluvinel's volume itself, because it's so obviously it's so obviously saying, look, it's not easy to become this noble rider. It takes a lot of time, and there's
30 illustrations of all the different exercises that you need to do. And so, I mean, I can't speak to the actual, I mean, it seems like there was a lot of repetition, a lot of kind of slow sort of patient repeating of these different exercises. But what's just, to me, what was just most striking is the fact that the entire volume is a testament to the fact that that nobility has to be learned. I think that the sort of crucial kind of thing is that not everybody should or can learn. For Pluvinel, it's only really the aristocracy who even requests to learn this virtue and these exercises of honor. So you have to learn, but not everybody is supposed to learn, only the super elite. And so there's like a cutoff that's not visualized in the volume itself, but that's implicit. In terms of visual representations of virtuosity, I mean, I was really struck by, in Fanny Kiefer's talk, seeing the figure of the workman who's sort of manipulating the tournage d'ivoire. You know, he appears in 2 of the illustrations that you showed us, and in one he's got his foot on the, you know, I mean, it's just so incredible to see this person in the illustrations. And I feel the same way about seeing Pluvinel throughout Crispin's illustrations for the equestrian treatise. He's in almost every one. He's right next to the king. And also, you know, it's not a very flattering or elevated image of Louis XIII, because he's really shown to be this body being kind of manipulated and taught throughout the series. He's very much shown as a student, not as a kind of natural. So I thought that was really interesting. And yeah, I like that connection between Boss showing the ways to hold the échoppe between Boss showing the échoppe and this idea of the gestures of virtuosity. So yeah. Merci beaucoup, Marika. Je crois que Pauline, Fanny Kiefer voulait réagir sur la deuxième partie de la question de Sven Dupré, je crois, peut-être, ainsi que très rapidement, parce que je sais que j'ai déjà pris beaucoup de... Non, mais Oui. C'est très bien que nous puissions rediscuter tous ensemble, je vous assure, donc vraiment, prenez votre temps. À propos de la représentation du corps dans ce recueil de Strasbourg, c'est une excellente question de Sven Dupré, parce que c'est un cas extrêmement rare en réalité pour cette époque. Ce qui est plutôt clair dans les cours et dans cette pratique des arts tout de même mécaniques, c'est la mise en valeur de la machine et pas la mise en valeur du corps en train de travailler, puisque c'est quand même pas très noble hein, depuis l'Antiquité. Et donc, c'est surtout la machine qui est mise en scène dans les dessins, dans les traités. Et c'est vrai que ce recueil m'avait particulièrement intéressée, justement parce qu'on y voit le personnage qui est plié, qui travaille, qui fait bouger la machine, et en plus qui est bien vêtu, qui n'est pas vêtu comme un simple artisan, mais qui est vêtu d'une manière quand même assez élégante. Donc ça, effectivement, c'est une question qui reste en suspens, mais je pense que c'est un cas assez intéressant qu'on ne trouve pas très fréquemment. Voilà. Merci. Peut-être Anne-Sophie Ritz a quelque chose, ou bien... Allez-y, Anne-Sophie. Juste très rapidement sur la représentation physique du corps. Dans le cas de l'équitation, il y a la représentation physique du cavalier, enfin, ou de l'écuyer, et du cheval. Et on va avoir différents cas de figure, avec des représentations très réalistes, comme on le voit chez Pluvinel, Cavendish ou la Guérinière. Mais après, on va aussi avoir, comme on va retrouver d'ailleurs dans l'escrime et dans la danse, pour marquer... Justement, on l'a vu pour le mouvement du cheval, quand le geste atteint son apogée, la virtuosité, il est rythmé il y a un rythme, il y a une cadence, il y a une battue, et dans ce cas-là, en fait, le cheval va disparaître et on ne va plus qu'avoir la représentation du mouvement par les traces du fer, le posé des membres, en fait. Le mouvement est représenté, enfin la virtuosité du mouvement est représentée que par le posé des membres. Ce qui peut être d'ailleurs assez interloquant, parce que bon, encore quand c'est des figures de manège
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des pirouettes ou des choses comme ça où les membres sont quand même au sol assez régulièrement, on visualise bien. Après, quand c'est des figures comme la courbette ou la capriole, donc vous avez eu quelques petites images, où le cheval est en l'air, où il y a juste un membre ou deux membres au sol, c'est vrai que c'est plus difficile, en tout cas pour le lecteur, de saisir justement la précision de ce mouvement, mais ça va passer justement par cette notion de rythme, de cadence, de temps, de poser des membres, de battu en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et je crois que Pauline Chevalier a beaucoup de choses à dire sur toutes ces choses-là. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Non, je dois dire que je suis très heureuse de voir que les communications aussi se répondent de cette manière-là. Et voilà, c'est des sujets sur lesquels aussi voilà, on travaille à propos des livres de fête à l'INHA et sur ces formes de représentation. J'avais en fait une double question plutôt pour Marika Knowles et Anne-Sophie Redd sur l'association entre la grâce et la virtuosité. Et notamment, une double question dans le sens où est-ce que justement on a dans certains traités d'équitation une formalisation, une formulation assez claire de l'association entre grâce et une forme de virtuosité. Et chez Callot, comment est-ce qu'on a aussi finalement le rendu de la grâce qui est aussi associé à la virtuosité? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, et que vous évoquiez en fait justement Anne-Sophie, c'est sur le moment, et là Callot est aussi directement impliqué, le moment où la virtuosité ne va plus être représentée par la figure humaine et le cavalier, mais uniquement par les pas au sol. Et là, il y a un exemple de Callot en 1615 qui est fabuleux dans le Guerra d'Amore, où on a toutes les figures au sol, qui sont les figures virtuoses des cavaliers. Et là, c'est à la fois la représentation de la virtuosité et de l'unité du corps social. Et donc là, j'aurais aimé peut-être vous entendre un peu sur la façon dont à la fois la représentation de la grâce associée à la virtuosité et aussi comment finalement des représentations très abstraites sont aussi des images de la virtuosité. Et est-ce qu'on peut affirmer ça? C'est ma question. Yeah, I can start. It's a really wonderful question, and I think that to respond to the idea about the diagram as a visualization, or the traces of the feet in the sand, or even in Crispin has an illustration of a ballet equestre that's also done as a diagram. And I think that to me just speaks to the tension between virtue and technical proficiency as becoming something that is increasingly quantifiable and diagrammatic in a way, and what's happening, I think, in these treatises and in what Crispin is writing is that these authors are coming up with a way to explain how that is still virtuous and graceful and still sort of exceptional and still a moral quality, even though it seems like a technical quality. So that's what I find interesting, the ability to kind of, I think it's not the ability to take something that's quite technical and to claim that it's actually not technical, it's actually innate, it's moral. And I think more than I think that's the move that's happening with these kinds of diagrams. That's kind of what I would say. And I don't know Pluvinel's treatises well enough to think about grace, but in general, I find Callot to be I find grace to be present in his work in the sense of l'art sans l'art, or the visualization of skill without labor. But I do find overall that the quality of Callot's line it's not so much graceful as kind of nervous or even aggressive in my kind of readings of it. So, but it's a concept that I need to think more about in terms of how grace was actually defined in the period, and I'm not super familiar with that. So. Oui, alors pour moi,
le rapprochement entre grâce et vertu, on va plutôt le retrouver dans la partie écrite des traités. C'est associé, ça va disparaître, d'ailleurs le mot vertu aussi va disparaître, on va dire, au début du 18e, pour être remplacé par habileté. Et donc la notion de grâce aussi. Après, derrière la grâce, qu'est-ce qu'il y a dans la technique équestre? Il y a aussi cette idée pour le cavalier de voir disparaître la technique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le voir agir. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière continue sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Et pour ce qui était de la question de la représentation abstraite, alors je ne sais pas ce qu'il y en est pour les traités de danse, si on pourrait partir du présupposé que sur le début de la période, on est sur une représentation très réaliste et que petit à petit, on va être de plus en plus dans l'abstraction du mouvement, la géométrisation du mouvement. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe pour la danse ou pas. Après, pour l'équitation, ce n'est pas forcément le cas, puisque comme la guérinière, c'est première moitié du 18e, et on a des représentations très réalistes. On retrouve ce rapport à la virtuosité noble, ne serait-ce que de toute façon dans les intitulés des planches, où on va les dédier à certains personnages historiques importants de la noblesse. Et pour moi, le rôle de l'abstraction, la virtuosité dans le geste équestre, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, en tout cas chez le cheval, c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est-à-dire qu'on va se concentrer plus sur le cheval, effectivement, quand on est sur des représentations abstraites, où on va la caractériser par le respect du rythme, par le respect du posé des membres, par le respect de la cadence. Et là, effectivement, la géométrisation du mouvement, l'abstraction complète, puisqu'on n'a plus ni cheval ni cavalier, juste la représentation des fers, traduisent tout à fait cette virtuosité du mouvement au niveau du cheval, j'entends. Je me permets juste une petite remarque qui n'est peut-être pas très intéressante, mais cette dernière observation sur la géométrisation, l'abstractisation, pardon du terme, de la virtuosité équestre à travers le repérage des mouvements des fers, si j'ai bien compris à peu près votre, me fait penser aux procédés assez récents qui sont mis en œuvre chez certains ethno-anthropologues contemporains dans la saisie du geste technique des artisans, notamment. J'ai eu l'occasion de lire 2-3 textes sur la saisie numérique du geste des travailleurs d'opale, des travailleurs hypertechniques de l'opale indienne notamment, où il y a des enregistrements numériques où l'on saisit, dans lesquels on saisit la place des marteaux, la place du marteau et pour décomposer la gestuelle et l'apprentissage, surtout les mécanismes de l'apprentissage de la gestuelle virtuose des travailleurs d'opale indienne, par exemple. Et ce qui est intéressant, on retrouve le même mécanisme, alors avec des outils numériques, mais le même mécanique d'abstractisation, de géométrisation en utilisant finalement pour repérer la virtuosité du geste, 1 ou 2 marqueurs dont on repère le mouvement, finalement on trace le mouvement en quelque sorte. Alors peut-être que ça n'a pas grand sens, mais ce que vous en dites me fait à ce type de saisie d'archéologie, d'analyse expérimentale en ethno-anthropologie contemporaine. I wonder also, just to quickly add to my comment, in terms of the abstraction or the diagramming of the dance or the equestrian ballet, it seems to be the many movements of the bodies coming into a line. And you know, it's like everything is being abstracted into one line or several lines, and because we see the dance as a series of lines, and so I guess I'm very attached to line as a form of grace in Callot's work, so there could be some connection there. Anastasia Belayeva, vous avez des questions? Yes, hello, thank you. I have a question of Marika Knowles. You've mentioned the notions of grace and nonchalance when speaking about Callot's etchings, which generally evokes the sprezzatura of Baltasar Castiglione, obviously, and the notion of hidden effort. So my question is, could it be that the Callot's very specific etching technique also reflects this idea of hiding an effort?
because his etching appear very much as drawings, and the lines appears as drawn lines, drawn spontaneously and freely. But at the same time, he went at great pains at creating his etchings by multiple bitings and creating the special tool and special varnish. So do you think there could be the notion of hidden effort in the very technique which he used? Yes, absolutely. And I tried to sort of work that in there. Maybe it didn't come out so clearly, but yes, absolutely. I think that one of the remarkable things about his technique is that it's supposed to replicate a very fluid movement of hands and a fluid kind of improvisation. But yes, in fact, it was quite a worked technique. And those curved lines, he couldn't have created them with a single stroke of, especially if he wanted to taper them, that actually required changing tools. He had to go from using the échoppe to using the needle to really get that fine point at the end. So yes, definitely. I mean, I think that Callot, I do always say that I think Callot wanted to, his performance was his figure's performance. So he was performing that same kind of nonchalant affect as an etcher, as he gives to his figures as kind of social persona. So yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Fanny, je vous en prie. Juste, je ne sais pas si je peux juste ajouter une toute petite chose à propos de l'abstraction du geste dont on parlait tout à l'heure. J'ai eu l'occasion dans un autre cadre de travailler sur des traités d'escrime et on observe effectivement au XVIe siècle, alors pas vraiment une manière d'abstraire le geste, mais plutôt une géométrisation du geste. Et il y a un traité qui est extrêmement célèbre d'un maître d'escrime qui s'appelle Camillo Agrippa. Et alors, je ne sais pas si je partage l'écran juste une toute petite seconde parce que je viens de retrouver l'image et ça peut peut-être... non, c'est pas la... Bon, c'est pas grave, j'ai essayé. C'était le dessin, le diagramme qu'on a vu s'afficher au milieu, là, avec l'ensemble des lignes. Ah oui, là, vous le voyez. Oui, on le voit, oui, on le voit. Prima. Oui, ben voilà. Où en fait, c'est vrai que... Première garde. Dans ce contexte de réduire en art, justement, ces mouvements du corps, et bien les théoriciens tendent effectivement à trouver des petits trucs et pour non seulement pour enseigner, mais en plus pour visualiser ces gestes, la cinétique, la vélocité, etc. Et donc très souvent ils font recours à la géométrie et aux mathématiques, parce qu'en plus c'est une manière de libéraliser encore autrement ces arts. Et on retrouve dans ces traités justement des traces de pas par terre, des escrimeurs. C'est un petit effet qu'ils ont trouvé effectivement pour réussir à montrer à la fois le déplacement, des choses qu'on a du mal à visualiser avec une ligne, le déplacement, la vitesse et la précision du geste au sol. Voilà. Merci beaucoup. Merci Fanny. Oui, Nicolas. Yeah, these are great talks. Thank you very much. So, coming back to Agrippa, it's so interesting that in this treatise, he doesn't describe the drawing. So he speaks even of disegno. He speaks of the abstract form of il disegno. And then in this little dialogue afterwards, he's told, well, what are these drawings? They are confusing because you do not describe them. And I think that's interesting because here we have also something like a rhetoric. So it's gesturing towards arts, geometry, mathematics, but also claims il disegno as an inner conception in an art that at that time wasn't considered maybe as one of the high arts, so to speak. And I think this is so interesting that there's a lot of rhetorical, so Sven spoke also of the markers of rhetoricity, so there is also kind of a culture of communication that comes here into, and I think also Marika has shown it beautifully also, that the line is a rhetorical figure, right? So it is pretending something that it is not meant. So it is not a materialization of a hand, or of
really a trace, but it is kind of making something out of this trace that it is not. So this hiding that we have spoken of the sprezzatura, it is not a hiding of an art. It's kind of giving us more art than than there really is, so to speak, or kind of bringing another art into play. And I think this is interesting here to think. So thank you. Thank you very much. Thank you very much, Nicolas, for your insights on this. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'intervenants présents sur Zoom ou sur YouTube? Je ne vois qu'il n'y a pas de questions. Valérie, tu peux me confirmer? Je pense que personne n'a posé de questions. Si c'est bien le cas, je vous propose avec 10 minutes de retard de faire une petite pause, une courte pause d'un quart d'heure. On reprend à 15h30, 35, peut-être va-t-on déborder à 35, en remerciant les 3 intervenants de cette première partie, ainsi que Sven pour sa participation. Merci beaucoup encore une fois, et merci à vous 3, Fanny, Anne-Sophie et Marika pour vos talks. Et nous vous retrouvons donc à 15h30, 35, va-t-on dire.